prochaine conférence va être donnée par les gens de la pépinière Marcel Marin qui font des travaux. J'ai visité certains de leurs sites, d'ailleurs, ici à Québec. Une pépinière qui contribue là, à la croissance du domaine du génie végétal. Et je ne vais pas m'avancer sur tout le sujet que tu vas présenter. Je vais te laisser présenter. Et bienvenue. Merci. Bien, merci beaucoup pour la belle opportunité qu'on a, nous, aujourd'hui, de venir présenter. En effet, je pense que dans votre programme, c'était censé, j'avais dit que c'était Mathieu qui ferait la conférence, mais c'est moi qui vais faire la conférence. Mathieu va être présent plus pour répondre aux questions. Moi, j'ai toute une manette. Parfait. Donc, c'est ça. Alors, moi, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est les travaux de stabilisation de berges que nous, on réalise chez Pépinières et Paysages Marcel Marin, et puis discuter avec vous des limites et des contraintes qu'on rencontre. Donc, moi, c'est Marie-Ève Marin, c'est Mathieu Marin, c'est la Pépinière et Paysages Marcel Marin. C'est ça. Hein? La flèche du bas. Parfait. Donc, qui sommes-nous? Nous, à la base, on était une pépinière de production. On produisait des arbustes, des arbres en pot, arbres en champ de calibre, vivaces. Et puis, rapidement, en fait, on s'est tourné vers le service de plantation des végétaux. C'est sûr que nous, à la pépinière, on a des compétences agronomiques, biologistes. Notre papa, il est ingénieur forestier, fait que ça fait vraiment une équipe assez multidisciplinaire. Nous, comme je vous disais, on a développé le service de plantation et dans les aménagements paysagers, on se concentre vraiment uniquement sur le végétal. C'est sûr que dans je dirais les 10 dernières années, on a vraiment remarqué du côté des villes, du côté du ministère des Transports, du côté des développeurs, en fait, de plus en plus, je ne sais pas si c'est un désir, un besoin, c'est un petit peu entre les deux, mais d'inclure des volets environnementaux dans leurs projets de plantation. Donc, c'est plus juste des projets, on plante pour que ça soit joli. On remarque maintenant vraiment beaucoup l'incorporation de toitures végétales, de noues végétalisées. On a fait de la renaturalisation de marais, de milieux humides, et puis, bien entendu, de stabilisation de berges, dont on va discuter plus en détail aujourd'hui. Donc, les techniques que nous, on a beaucoup utilisées pour la stabilisation de berges, c'est les plançons, les fagots, les fascines, les matelas de branches. Puis, je veux juste préciser, en fait, nous, on ne fait jamais de conception. On est vraiment juste à la réalisation. Donc, si vous me dites qu'il y a des défauts de conception, des choses comme ça, bien, nous, étant donné qu'on répond à des devis, qu'on répond à des plans qui sont déjà conçus, bien, on remarque, nous aussi, ces lacunes-là. Malheureusement, on n'a pas le choix de les réaliser. Donc, juste pour présenter un petit peu quelques projets qu'on a fait ici, c'est l'installation de fagots dans un projet, le Ruisseau Peuvray, qui a eu lieu en 2013. Donc, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on réalise ce genre de projet-là. Dans ce cas-là, c'était un cours d'eau qui était réaménagé. Donc, ça, c'est le Ruisseau Peuvray en 2013. Ici, c'est le Ruisseau Peuvray en 2023. Ensuite, bien, on a des résultats, des projets de matelas de branches. Ici, c'est en 2018, en bordure de la rivière Sainte-Anne. Des projets d'installation de rangs de plançons en enrochement. Ici, c'est la promenade Samuel de Champlain en 2021. Et voici mon Dieu, mais ça, on voit mieux en avant. C'est les plançons de saule qui ont repris après seulement une saison de croissance. Donc, à la lumière de tout ça, c'est sûr qu'on voit un énorme potentiel dans l'incorporation des végétaux dans la stabilisation des berges, c'est certain. Et puis, bon, là, je vous présente 3 projets, mais il faut savoir qu'on en a réalisé beaucoup plus d'autres qui nous permettent de se dire, ouais, ça marche, ça marche peut-être un petit peu moins. Donc, parmi les contraintes dont je veux vous parler, dans le fond, là, je les ai juste nommées rapidement pour mettre la table, mais on va toutes les regarder en profondeur ensemble. Donc, la première contrainte qu'on a quand on veut réaliser ce genre de projet-là, c'est la période à laquelle c'est propice de réaliser les travaux. Ensuite, un autre des gros défis, c'est l'identification des saules. On va en parler. Après ça, c'est le choix des essences qui va être inclus dans les projets. Donc, comme je vous disais, nous, on ne fait pas de conception, donc on subit les essences qui sont proposées. Et le 4e contrainte qu'on rencontre souvent, puis là, ça fait un petit peu la suite de la conférence qu'on vient d'écouter parce que c'est exactement ce qu'on remarque nous aussi. En fait, dans des enrochements, c'est très difficile de pouvoir avoir du terreau qui va permettre à des végétaux de pouvoir s'implanter.
Donc, la première contrainte, quand je vous parle de la période propice à la réalisation, je parle aussi du temps qu'on doit, le temps entre la période où on récolte les branches et le temps où on doit les installer, donc la période de conservation. Donc, je pense que vous le savez tous, les branches qui sont installées dans le contexte de ces projets de stabilisation-là, c'est du matériel vivant. Donc, c'est important de les maintenir en vie si on veut qu'ils puissent vraiment participer au succès de nos travaux de stabilisation. Alors, la période de récolte qui est adéquate, en fait, c'est après l'automne, c'est à l'automne après l'ahoutement ou au printemps avant le débourrement des bourgeons. Dans le fond, il faut que notre branche soit en état de dormance, il ne faut pas qu'elle ait commencé à faire sa feuillaison. Ensuite, ça nous amène aussi à vouloir minimiser au maximum le délai entre la récolte des branches et leur installation dans nos travaux de stabilisation. Ce qui fait que la période pour laquelle on réalise ces projets, dans le passé, on a toujours fait ces projets-là à la course, à l'automne ou au printemps. Et puis, la période est très courte. On dépend de la météo. Quand on parle d'un automne qui est très chaud ou d'un printemps très hâtif, bien nous, vite, ça vient empiéter sur la période où on est capable de réaliser nos travaux. En plus, bien, c'est sûr qu'on combine ces contraintes-là avec... nous, on est toujours sous-traitant d'un entrepreneur général ou d'un entrepreneur en paysagement. Fait que lui aussi, il a son petit lot de retard qui a accumulé au travers de tout ça, ce qui fait que c'est des projets, des fois, qui doivent se réaliser en très, très peu de temps. Ça peut être aussi court qu'une semaine, la période propice à la réalisation. Ensuite, la deuxième contrainte, ça devient au niveau de l'identification des saules. Je parle des saules parce que c'est l'espèce qui est le plus souvent mise de l'avant dans ces projets-là. Nous, dans la majorité des devis avec lesquels on travaille, ils nous disent qu'on doit respecter un certain périmètre dans lequel on peut aller récolter les végétaux pour qu'ils fassent partie de la même région, qu'ils soient adaptés aux mêmes contraintes de froid et tout ça. Donc, des fois, on a une contrainte, on ne peut pas récolter les végétaux dans plus de 100 ou 150 km de notre lieu de réalisation de projet. Ça prend des végétaux qui sont locaux. Ça, dans la région de Québec, ça nous oblige principalement à faire de la récolte en milieu naturel ou presque naturel. À Québec, on n'a aucune pépinière actuellement qui est capable de produire des branches, de fournir des branches qui ont produit eux-mêmes. Je pense qu'il y en a une, si je ne me trompe pas, est dans la section de la Naudière, c'est la pépinière Rameau. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'eux ici. Non? Ah. Fait que c'est une super de belle entreprise. Si jamais vous avez à travailler avec eux, nous, on a travaillé avec eux pour la première fois cette année. Par contre, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de difficultés, je pense, à subvenir à la demande. C'est une entreprise qui est toute nouvelle. Donc, c'est ça. Pour fournir un gros volume de branches et avoir les bonnes espèces aussi, nous, on n'a pas le choix de se tourner vers la récolte. Donc, dans le fond, les images que vous voyez ici, je vous présente le Salix eriocéphala, le Salix discolore. C'est des images qui proviennent de Flora Québécois parce qu'ils ont une super de belle clé d'identification. Si jamais vous avez besoin d'identifier des saules, c'est un bon petit point de départ. Le Salix eriocéphala, le Salix discolore, c'est les deux espèces qu'on rencontre le plus souvent dans la région de Québec. Nous, on travaille à Québec, on est de Québec. À Montréal, c'est probablement différent, mais nous, c'est ces deux espèces-là avec lesquelles on travaille le plus. Et puis, où j'allais, non? Mais donc, c'est ça. Fait que c'est les deux espèces. Et puis, oui, c'est ça que je veux dire. Dans le fond, là où on peut, comme je vous disais, il faut les récolter, mais on ne peut pas les récolter nécessairement n'importe où. Ça va nous prendre soit des terres en friche, des bords de cours d'eau, des endroits où il y a des massifs de saules que ça vaut la peine de se déplacer pour aller les chercher, des endroits où on va avoir l'autorisation. Et puis, ça nous prend aussi, dans le meilleur des mondes, des branches qui sont relativement jeunes. C'est pas vrai que si on met un vieux bio de bois qui va s'enraciner, ça nous prend des belles branches assez jeunes. Donc, dans ce cas-ci, pour l'Eriocéphala, le Salix discolore, le plus facile pour nous, c'est de le récolter en dessous des lignes d'Hydro-Québec. Étant donné qu'Hydro-Québec doit faire un certain contrôle de la végétation, ça nous garantit d'avoir des branches relativement jeunes dans ces milieux-là. C'est facile d'accès, souvent il y a des chemins. Donc, c'est super. C'est les deux espèces, je vous dirais, si vous les mettez dans des projets, c'est facile d'aller les chercher. Donc c'est ça. Ensuite, une autre espèce que nous, on voit souvent, c'est le Salix intérieur. Ici, sur mes images, il y a le Salix intérieur et le Salix lucida. Mais pour le Salix intérieur, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la région de Québec, il est pas mal à la limite de sa répartition. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile d'en trouver des gros bosquets, des endroits où ça vaut la peine d'aller récolter.
Donc, nous, pour ce type d'espèce-là, on n'a pas le choix de faire des partenariats. On a été super chanceux sur notre dernier projet. La Ville de Québec, elle nous a permis d'aller récolter dans certains de ces parcs. Par contre, c'est sûr que quand on veut aller récolter comme ça sur un parc de la Ville de Québec, bien, il faut défendre un peu notre point. C'est sûr que des gros massifs de saules qui sont vieillissants, une petite coupe d'éclaircies comme ça, ça va juste faire du bien au massif. Par contre, je comprends que pour des villes qui ont mis des efforts à implanter ça dans leur parc, ils ne sont pas toujours contents de nous voir arriver, mais en tout cas, là, avec la Ville de Québec, ça s'est super bien passé. Et puis, moi, je vous le dirais, si vous alliez voir les massifs de saules où on a récolté à peu près 3000 branches cet automne, puis rien n'y paraît. Donc, je pense que ça vaut la peine des fois d'établir des partenariats comme ça quand on sait qu'il y a une espèce qui peut justement contribuer à la stabilisation d'une berge à un autre endroit à proximité. Ensuite, ici, je vous présente le Salix baebiana. On l'utilise quand même vraiment moins souvent, mais j'en parle aujourd'hui parce que je veux aussi illustrer le fait que de plus en plus dans cette industrie-là, je pense que ça soit au niveau des firmes de surveillance, des firmes d'architectes, peut-être même des donneurs d'ouvrages, je pense aux villes et tout ça. Je pense que si on va aller plus loin dans ces techniques-là, ça serait important que dans tous les niveaux d'intervenants au projet, il y ait des gens qui connaissent un petit peu la botanique. Puis là, je vous parle du Salix baebiana, en fait, parce qu'il y a un rameau un peu plus rouge que les autres saules. Puis sur des chantiers, on s'est déjà fait questionner par des surveillants qui devaient surveiller nos ouvrages et qui nous disaient que c'était du cornouiller. Fait que, tu sais, c'est là que je dis que ça prend vraiment un besoin. Ces compétences-là, c'est des compétences qui sont importantes. C'est important que dans tous les niveaux de réalisation de ce projet-là, ces compétences-là soient développées. Nous, on se retrouve à être l'entrepreneur qui doit réaliser et assurer la qualité du produit. Nous, on a développé l'expertise, mais ce n'est pas nécessairement tous les entrepreneurs qui développent cette expertise-là. Et puis, au niveau de l'identification des saules, en fait, étant donné, je vous ai parlé des périodes à laquelle c'est propice de récolter, c'est à l'automne ou tôt au printemps. Fait que souvent, le matériel qu'on doit identifier, bien, il ressemble un peu à ça. On doit reprendre les petites feuilles peut-être qui restent au bout des branches pour essayer d'identifier. On utilise aussi beaucoup les rameaux, les bourgeons pour identifier les saules. Puis bon, il faut savoir aussi que le phénotype d'un saule peut changer beaucoup selon son environnement. Il y a certains niveaux d'hybridation dans les espèces. Et puis aussi, la maturité de la plante va vraiment venir influencer. Donc, quand on est capable d'avoir des projets un petit peu d'avance, puis qu'on est capable de faire du repérage en été, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important puis qui est intéressant si les donneurs d'ouvrages peuvent l'inclure un petit peu plus dans leurs appels d'offres, avec leur date d'appel d'offres, en fait. Donc, c'était ma deuxième contrainte. La troisième contrainte, ça se situe au niveau du choix des espèces. Puis, je veux vraiment pas prétendre savoir mieux ou quoi que ce soit. Je suis tout à fait consciente que les architectes qui viennent concevoir ces projets-là, des fois, ils ont d'autres contraintes à prendre en considération. On pense à l'acceptabilité sociale. Des fois, il y a des enjeux de conserver la vue. Donc, ils sont obligés de jongler un peu avec le choix d'espèces possibles. Puis là, excusez-moi, je ne l'ai comme pas introduit ici, je parle de plançons dans l'enrochement. Donc, mais ça pourrait être aussi des espèces qui seraient utilisées pour faire des fascines, des fagots, n'importe quelle de ces espèces de ces types de... j'ai oublié de dire mon affaire. Ces types de techniques de stabilisation, je vais le dire, qui utilisent des branches qui ont besoin de bouturer. Donc, c'est ça, le choix des espèces est limité. Les espèces que nous, on rencontre, puis on se rend compte aussi que dans la région de Québec, on dirait qu'il y a eu un projet, puis qu'après ça, tout le monde reprend toujours le même projet, mais qu'il colle ailleurs. Donc, c'est sûr qu'on voit beaucoup les saules. Il y a le saule de l'intérieur qu'on voit beaucoup à Québec, malgré le fait que c'est super difficile de le récolter dans notre région, puis qu'en fait, il est à la limite de sa répartition. Nous, c'est sûr qu'on prendrait vraiment plus l'utilisation du Salix seriocéphala, du Salix discolore, qui sont beaucoup plus présents. Mais dans tous les cas, le saule, c'est un super de bon candidat à l'enracinement par bouture. Il est capable de le faire tout seul, puis il va vraiment donner des résultats très vigoureux. Ensuite, dans les autres espèces qu'on voit qui sont souvent utilisées dans ces techniques de phytotechnologie, ça va être le cornouiller et le physocarpe. Dans les deux cas, on remarque à peu près le même niveau de taux de reprise qui est beaucoup inférieur au saule. Il faut savoir que nous, dans notre cas, on est tenu de suivre nos projets pendant 1 an, des fois 2, selon la garantie qui nous rattache au projet.
Donc, moi, mes observations se basent juste sur 2 années de croissance. Ça serait intéressant de voir peut-être à plus long terme comment se comporte le cornouiller et le physocarpe. Mais nous, de ce qu'on observe, le sol est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus vigoureux, autant au niveau de ses racines que de l'arbuste qui est capable de produire. Ensuite, une autre espèce qu'on a remarqué qui était utilisée dans les derniers projets qu'on a faits, c'est la Spirillatifolia. Donc, je pense qu'elle a vraiment été choisie pour des enjeux d'auteur d'arbustes, pour des enjeux de conserver la vue. À notre sens, à nous, on se dit que quand il y a autant d'énergie qui est mise en place pour stabiliser une berge, ça serait intéressant que les espèces choisies servent principalement cette optique-là. Donc, la Spirillatifolia, pour nous, ce n'est pas nécessairement le candidat le plus adéquat. Ensuite, c'est ça. C'est un petit peu comme le présentateur avant nous l'a dit. Il y a toujours la technique d'essayer d'introduire des végétaux par interstices dans les enrochements. Ça reste que c'est super limitant. Nous, on se fait souvent demander par des architectes de créer des espèces de pochettes pour que la plante puisse survivre. Par contre, nous, on considère que ça serait plus de la survie que de l'établissement, étant donné qu'elle reste coincée toujours dans cette espèce de petite pochette qui est inclus dans l'enrochement. Donc, parmi les espèces qui sont incluses dans ces interstices-là, on voit souvent le Rosa blanda, le Dirvilla lonicera, la Mélanchier canadensis, Physocarpe populifolius encore, les différentes variétés d'aulnes. Mais bien sûr, il y a beaucoup de variétés d'arbustes encore qui pourraient être utilisées. On pense au Rustifina, Rus aromatica, Sambucus, plein de sortes, la viorne même. Puis, c'est sûr que ça serait intéressant de suivre un petit peu plus à long terme nos projets, si jamais il y avait des gens qui avaient le temps de le faire. Mais en fait, pour être capable de trouver des espèces qui peuvent bien accompagner le saule, parce que tout à l'heure, je vous disais, le saule, c'est une espèce qui est super vigoureuse. Par contre, elle ne laisse pas beaucoup de place aux autres. Ça serait intéressant de trouver des espèces qui pourraient justement créer un petit peu de diversité dans ce genre d'aménagement-là. Ensuite, notre 4e contrainte, en fait, c'est principalement lorsqu'on travaille dans des enrochements. En fait, c'est impossible ou très, très difficile d'y insérer du terreau qui va permettre de créer des environnements propices à l'établissement de végétaux. Nous, c'est sûr que dans le cas de rente-plançon, il y a toujours un ajout de terre qui se fait à ce moment-là, mais il y a toujours un risque que cette terre-là soit lessivée, que le terreau soit compacté, et puis ça vient jouer à ce moment-là sur la stabilité de leur enrochement. Mais sans apport en terreau, c'est très difficile de se dire qu'il y a des végétaux qui vont pouvoir coloniser ces travaux, ces ouvrages d'enrochement-là. Donc, nous, pour la première fois cette année, on réalise des projets de caissons et de treillis végétalisés. Puis, on a vraiment l'impression que ces travaux-là vont permettre une meilleure incorporation de terreau, mais aussi un meilleur contact au sol existant, puis permettre à ce que, suite à nos interventions, qu'il y ait des végétaux qui puissent, des végétaux de l'extérieur, des propagules qui vont pouvoir venir coloniser justement les travaux qui visent la stabilisation de la berge. Donc, c'est ça fait le tour de mes 4 contraintes qu'on voit souvent pour lesquelles il faudrait trouver des petites solutions. Puis, je voulais conclure en vous présentant un projet qu'on réalise en ce moment. On l'a commencé l'hiver dernier. C'est un projet qui, pour des raisons logistiques, a lieu en hiver. Et pour nous, en tant qu'entrepreneurs qui réalisent le projet, ça vient vraiment régler la problématique de la période propice à l'établissement, parce qu'en effet, un projet qui va être réalisé en hiver, la branche va être en dormance à partir de la mi-septembre environ jusqu'à la mi-mai. Donc, ça augmente considérablement notre période à laquelle c'est possible pour nous d'effectuer nos interventions. Donc, je vous le présente, c'est le projet de la place Jacques-Cartier. C'est un projet qui est fait par la Ville de Québec. J'ai oublié la firme d'architecture qui l'a conçu. Mais c'est ça, c'est un projet de la Ville de Québec. On a réalisé la phase 1 l'année passée, à l'hiver 2023. On est présentement en train de faire la phase 2. On l'a commencé cette semaine. Et puis c'est ça, c'est vraiment un super de beau projet à notre sens parce que la Ville de Québec était contente d'essayer plein de choses. Ils vont faire des fascines de contour. C'est sûr qu'il y a les plançons dans l'enrochement, mais ils combinent aussi avec les caissons puis les treillis.
Selon nous, selon ce que moi j'en ai vu des projets, ça serait le premier dans la région de Québec où on peut vraiment voir des caissons puis des treillis végétalisés. Donc, je pense que ça va être super intéressant à suivre dans les prochains temps, voir comment ça se comporte. Et puis, pour revenir en fait aux avantages de travailler en hiver, ça va venir réduire beaucoup les risques de glissement du terrain parce que le sol y est gelé. Bon, comme je disais, les branches sont dans dormance, donc ça allonge beaucoup notre saison pour l'installation, mais aussi pour l'entrepreneur général. En fait, lui, avec sa machinerie, étant donné le sol gelé, il brise beaucoup moins de choses que lorsqu'il travaille sur du sol pas gelé. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est qu'au niveau du CA, ça permet aussi aux machineries de pouvoir avoir accès à la berge, puisqu'au lieu d'être sur la berge, ils sont sur les glaces. Donc, pour le CA de l'environnement, le certificat d'autorisation, ça l'a vraiment permis de faciliter les travaux. Alors, c'est pour ça qu'on pense que d'élargir la période qui était traditionnellement réservée exclusivement au printemps et à l'automne, mais de pouvoir faire ces projets-là en hiver, ça serait vraiment une super de belle avenue. Et puis, c'est sûr que pour nous qui travaillons dans le milieu horticole, ça rallonge notre saison, ça la multiplie par 2. Alors, c'est ça. Ensuite, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que mon format a changé un petit peu, mais en fait, pour parler, tantôt, je vous parlais des contraintes. Donc, oui, ça l'a rallongé. En travaillant en hiver, ça rallonge la période propice à l'installation. Par contre, ça nous oblige à devoir conserver les branches plus longtemps. Donc, dans les 2 cas, autant dans la phase 1 qui a été réalisée l'hiver passé que celle qu'on réalise en ce moment, on a recueilli toutes nos branches, on est allé récolter les branches autour du mois de, je dirais, novembre-décembre. Pour la phase 1, on s'est dit, pour les conserver, on va tout simplement creuser une tranchée pour leur créer un genre de frigidaire. Donc, on a creusé une tranchée pour aménager un caveau, on a mis du BRF, on a mis nos branches, puis on les a recouverts de neige. Donc, ça peut être pas plus compliqué que ça. Par contre, on s'est rendu compte que c'était difficile d'accéder à des petites quantités de branches à la fois. Ça nous obligeait à sortir toutes nos branches d'un coup, puis encore là, ça vient jouer sur la conservation. Donc, cette année, on a vraiment converti nos installations. Notre garage est devenu un frigidaire à branches. Donc, on a abaissé la température est contrôlée, on arrose les branches abondamment pour conserver une humidité adéquate. Et pour l'instant, ça fonctionne super bien, les branches restent belles. Donc, ça nous permet vraiment de pallier à la contrainte de temps d'implantation des branches. Donc, c'est comme ça que je vais conclure ma présentation. Mais en conclusion, moi, c'est sûr que je vous invite tous ici à aller visiter le projet de la plage Jacques-Cartier. C'est à Québec, c'est à Cap-Rouge, c'est tellement un beau parc, c'est super facile. Les gens de la Ville de Québec, en plus, sont super ouverts à avoir des commentaires, des universitaires puis des gens qui sont capables d'apporter des avancées au projet. Donc, je pense que ça peut être super le fun d'aller le voir. Et puis, c'est ça, dans le fond, tous les commentaires puis toutes les avancées que vous faites dans le domaine, je pense que tous ces gens-là, ils sont curieux de pouvoir les appliquer puis d'avoir des lignes directrices. Quand je pense aux architectes qui, des fois, qui reproduisent des projets déjà faits, je pense qu'ils attendent juste ça, d'avoir les bonnes pratiques pour pouvoir les mettre en pratique. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Si vous avez des questions, c'est sûr qu'il y a Mathieu qui est chargé de projet. C'est lui qui réalise la majorité des projets chez nous, qui va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Merci, Marie-Pierre. J'avais l'intention de... Merci pour la présentation, Marie-Pierre. Alors, j'avais l'intention de prendre 2 courtes questions. Oui, on va y aller ici. Tu as parlé de diversité de... Pouvez-vous vous nommer rapidement l'organisation? Marie-Bulle, étudiante en TPHA. Merci. Je me demandais, dans la diversité des végétaux que tu as mentionnés, est-ce que c'est ceux-là que vous avez essayé aussi ou que vous considérez qu'il y a un potentiel pour l'installation normale comme en treillis? Parce que là, tu as parlé qu'il était dans les inclusions dans la pierre, mais... Je peux te laisser répondre. En fait, j'avais vraiment peur de manquer de temps, fait que j'ai peut-être parlé un peu vite. Mais en fait, toutes les espèces que j'ai présentées, moi, ils peuvent autant être inclus dans des projets où c'est des plançons dans l'enrochement, des plançons même sans enrochement, des fagots, des fascines. Là, c'est la première fois qu'on réalise des projets avec treillis, mais ça serait des espèces qui pourraient très bien... Dans le fond, les espèces que j'ai présentées, quand je parlais des saules cornouillés, physocarpes spirés, c'est les espèces qu'on rencontre dans nos projets.
Puis, ils sont choisis aussi parce qu'ils ont la facilité à bouturer directement. Nous, on ne va pas nécessairement planter ces végétaux-là. C'est des végétaux qui vont bouturer. Donc, c'est la caractéristique principale. Et oui, ça serait intéressant d'en trouver d'autres. Puis ensuite, quand je parlais en interstice, je pense que c'est peut-être un petit peu plus là votre question. Bien, dans le fond, ça, c'est des plants qui sont plantés en pot. C'est nous, à la pépinière, qui sont produits en pot. Puis, c'est des végétaux qui peuvent être amenés à être utilisés sur n'importe quel type d'aménagement tant qu'ils ont un trou pour rentrer dedans. Mais en fait, c'était est-ce que vous pouvez les mélanger tous ensemble? Oui. Oui, Oui, on peut tous les mélanger, mais étant donné qu'on n'est pas à la conception, on est toujours dépendant de ce que les architectes nous demandent de mélanger ensemble. Merci. Je vais prendre une dernière courte question. Oui, Mario Eppel, directeur d'expertise chez Stantec en études d'impact. Je ne pensais pas que dans cette présentation-là, il allait avoir deux de mes projets qui ont été présentés, c'est-à-dire la promenade Samuel de Champlain, phase 3, puis la plage Jean-Cartier. C'est moi qui étais le responsable de l'étude d'impact, d'aller chercher le décret d'autorisation initiale, parce qu'après, il n'y a pas un décret, c'est une autorisation ministérielle qui vient après. Puis, je voudrais juste rendre à César ce qui appartient à César. Bon, nous autres, Stantec, on s'est occupé de la conception initiale, mais les plans et devis ont été produits par FNX Innov. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci Marie-Ève et Mathieu pour votre présentation à la pépinière Marcel Marin. Et je remercie aussi le Centre de formation horticole de Laval qui ont commandité cette conférence et on va passer la vidéo promotionnelle. C'est important de donner la tribune aux commanditaires. Donc, ça dure 30 secondes, même pas 20. Merci. Alors, c'était court comme vidéo, mais il faut bien donner la vitrine à tous les commanditaires et j'y reviendrai dans quelques secondes. Donc, pour clôturer la journée, je tiens à remercier d'abord tous les conférenciers. Excuse-moi, je joue tout le temps avec le micro. Les conférenciers qui étaient quand même assez diversifiés, les gens du ministère qui ont eu le courage, entre autres, de venir présenter la réglementation. Je les remercie pour leur ouverture. J'espère que tout ce qui s'est discuté ici pourra percoler aussi dans les activités des ministères. Mike Galland, qui vient aussi de l'Alberta, qui a fait une présentation cadre aujourd'hui. Stéphanie Morin, qui a consulté même les gens de l'AGCRQ pour nous parler de la vision des MRC. Les gens des firmes privées avec leur expertise terrain et les gens aussi des sciences sociales qui ont ouvert la conférence. Donc, merci vraiment à tous les conférenciers. Merci aussi à la Société de phytotechnologie du Québec, la SQP, et donc notamment à Chloé Fredette, la présidente, et tout le personnel de la SQP qui a travaillé à l'organisation du colloque. Il y a eu beaucoup de bénévoles aussi aujourd'hui, ne serait-ce que certains étudiants de mon laboratoire, beaucoup de la SQP et plusieurs autres également, sans leur aide, la journée n'aurait pas été possible. Alors, je remercie aussi la compagnie Divergo qui s'est occupée de l'audiovisuel de la journée. Il y a aussi des vidéos qui ont été captées. Je voulais revenir sur plusieurs se demandent si les présentations seront disponibles. Donc, il y aura des PDF, des conférences en ce qui a trait aux conférences de certains conférenciers qui auront accepté de partager leurs présentations. Donc, on fera circuler dans quelques jours, là, ces conférences-là seront disponibles. Les vidéos aussi, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais certaines vidéos vont être disponibles pour les membres de la SQP en vous abonnant, en payant votre inscription au colloque, vous devenez automatiquement membre et vous aurez accès. Je remercie tous les partenaires financiers qui ont permis la tenue de l'événement. Donc, la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, aussi la participation financière de Pêche et Océan,
Canada et Mitax qui ont permis le financement du stage postdoctoral aussi de Clémence Moreau et Mitax Élévation. Aussi les partenaires ou les commanditaires qui sont la Caisse des Jardins du Cœur de l'Île. On les a mentionnés au fil de la journée, mais je pense que c'est important de les rappeler. Le soutien aussi de l'Institut national de la recherche scientifique, du Centre de formation horticole de Laval, de la compagnie Fluvio, de CIMA+, d'Envirox et du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, merci à tous les commanditaires pour cette journée. Maintenant, je souligne aussi l'apport de l'INRE Grenoble et du CNRS de Lyon dans l'organisation de la journée. Alors, je pense qu'il ne me reste plus d'autres annonces à faire. Chloé, est-ce que j'oublie quelque chose? Chloé n'est pas dans mon champ de vision. Mais je vous invite à participer au cocktail de fermeture de la journée. Oui, j'ai oublié quelque chose. On en a parlé plus tôt dans la journée. Clémence en a fait mention. Le 6 juin, il y aura une journée terrain qui sera restreinte à quelques participants. On va faire bientôt l'annonce ou l'ouverture des inscriptions, mais vous pouvez réserver déjà la date du 6 juin. Ce sera à Québec, avec, entre autres, la participation de certaines personnes du Grand Lyon. Ensuite, le cocktail se tiendra à partir de maintenant jusqu'à 18h30. C'est l'occasion que vous aurez pour faire plus d'échanges. Je sais que la période de discussion a été assez restreinte au cours de la journée, mais là, c'est le temps de faire le maillage et d'aller discuter tous ensemble. Et oui, bien sûr, la journée de demain, pour ceux qui sont inscrits, il y a la journée plus technique et au départ, on avait pensé cette journée avec un plus petit groupe, mais comme l'intérêt était très élevé, on a ouvert les inscriptions, puis on a changé de salle même. Alors, ce sera pas la salle ici, mais la salle Hydro-Québec qui est de l'autre côté de l'Atrium, mais dans le même pavillon là, demain pour ceux qui participent à la journée technique. Alors, je vous invite à prendre un verre et merci à tous pour votre présence.